Avec vous, Sébastien Queneau, bienvenue à nouveau. Vous êtes responsable de la chaire UNESCO de l'Université de Corse. Vous êtes par ailleurs maître de conférence. Avec vous, Focus. Et coup de projecteur sur cette chaire UNESCO. Alors cette chaire UNESCO en littératie des futurs devenirs en Méditerranée a pour objectif d'améliorer la capacité des individus, des communautés et des institutions à utiliser l'avenir en utilisant des systèmes d'anticipation. Nous ne comprenons pas tout, mais vous allez tout nous expliquer, Sébastien Queneau, littératie des futurs. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous non plus, nous n'avons pas compris. Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce sujet-là, nous avions rencontré Reed Miller, qui était responsable du programme à l'UNESCO. Et moi, je lui ai dit, mais le futur, c'est pas du tout notre domaine. Nous avons plutôt des historiens, des anthropologues, des sociologues, des linguistes. Mais justement, c'est grâce à ça, grâce à ce que vous faites déjà, que en fait la littératie du futur, il s'agit de reconstituer en fait la généalogie, savoir pourquoi est-ce que nous pensons de telle ou telle manière. Voilà, en fait c'est ça. Et donc nous essayons de nous projeter en élaborant un certain nombre de scénarios sur nos futurs désirables, souhaitables, probables, à partir de ce que nous avons déjà fait, à partir aussi de notre histoire, de nos outils conceptuels, et nous essayons de les confronter. Alors après, il ne s'agit pas d'être Nostradamus, il ne s'agit pas de dire voilà ce qu'il va arriver dans 10, 15, 20, 30 ans. Tout le monde s'est toujours trompé en fait. Y compris récemment, très peu de personnes imaginaient qu'il y aurait une guerre en Ukraine, par exemple, ou sur d'autres conflits, ou sur d'autres questions socialement vives, l'inflation, par exemple, très peu l'avaient, voilà, par exemple. Et l'idée, c'est de travailler à la fois sur nos problématiques corses, disons, et d'utiliser aussi notre cerveau pour regarder quels sont aussi les impacts, en fait, des chocs globaux sur notre quotidien, sur la vie, disons, de l'île. C'est pour ça que nous avons souhaité nous situer sur un ensemble plus large au sein de la Méditerranée, parce que ce qui se passe d'un côté de la Méditerranée, quelle que soit la rive, eh bien, arrive très vite chez nous ou inversement. Alors, pourriez-vous nous présenter cette chaire UNESCO de l'université, et est-ce que toutes les universités disposent d'une chaire UNESCO ? Alors non, pas toutes. Pour notre part, c'est la première fois que nous disposons d'une chaire UNESCO. Alors c'est important parce que ça nous permet de participer, disons, à ce réseau mondial, de pouvoir bénéficier de professeurs invités qui viennent de l'extérieur, donc d'élargir notre réseau, notre visibilité et puis notre reconnaissance. Et ça nous permet d'internationaliser, disons, un petit peu nos travaux dans le domaine des sciences humaines et sociales. Quel est l'avantage pour l'Université de Corse de développer une chaire comme la vôtre ? Disons que l'objectif de l'université, c'est d'abord de travailler sur les besoins de notre société, de la Corse, voilà, d'essayer de les identifier. Et on s'aperçoit que finalement nos problématiques ressemblent beaucoup aussi aux problématiques de nos voisins. Donc c'est d'essayer de travailler ensemble en termes de publication, de post-doctorat, de thèse, en co-tutelle par exemple. Ça peut être en termes d'organisation de cycles de conférences, de rencontres. L'UNESCO, c'est assez attractif. Et pour nous, du coup, du côté de l'UMR LISA, nous avons l'ensemble de notre recherche qui est labellisée par le CNRS, et puis une autre partie qui intègre la chaire UNESCO. Donc ça fait quand même deux sigles, disons, reconnus au niveau international. Deux marques, et du coup ça nous aide aussi à faire de l'Université de Corse une autre marque aussi, qui est déjà connue, disons, chez nous, qui bénéficie aussi de relations à l'international. Ça peut être au sein du réseau d'excellence des territoires insulaires, aussi au sein d'autres réseaux internationaux, parce que l'université s'inscrit dans cette dynamique-là depuis un certain temps, mais ça nous permet, en tout cas de notre côté, aussi de la cultiver, et tout en poursuivant en fait ce que nous faisions aussi déjà auparavant. Quels sont les axes autour desquels vous souhaitez asseoir et développer cette chaire ? Alors la chaire réunit des membres des deux équipes, disons, de l'UMR LISA, qui était aussi un enjeu important de notre côté. Donc nous travaillons sur la question des imaginaires méditerranéens. Et souvent, on se fait la guerre parce qu'on s'imagine que l'autre en face, etc., est différent. Et donc c'est important aussi de comparer ces imaginaires et d'essayer de se projeter, de voir des similitudes, de voir des ressemblances, des différences, mais en tout cas de travailler à ces différents dialogues. Nous travaillons également sur le projet Paoli-Napoléon. Donc là, il s'agit aussi d'imaginaire et de pouvoir, de droit, en tout cas de républicanisme, et aussi de mise en valeur aussi de notre patrimoine historique, qui souvent ne l'a pas beaucoup été. Alors on en parle beaucoup dans nos discours, de ces deux grandes figures, mais finalement pas vraiment véritablement de musée. Alors c'est vrai qu'il y a un musée Paoli, il y a la maison natale de Napoléon, mais finalement c'est relativement limité et sur l'ensemble du territoire et en termes d'impact. C'est par exemple en Corse que les touristes consomment le moins en termes de patrimoine et de culture, moins que dans le Limousin, alors que c'est notre première activité économique.
Et en même temps, nous nous targuons d'avoir donc ce discours sur l'identité, etc. Bon, donc il y a aussi un paradoxe, et donc ça contribue en tout cas à y travailler. Nous avons 3 autres opérations, la question de l'éducation au temps de l'Anthropocène, puisque c'est l'Anthropocène, donc c'est cette ère géologique, en tout cas impactée par l'homme, qui remonterait, disons, au XVIIIe siècle, en tout cas, et puis par la suite, disons, révolution industrielle. Et c'est en train de tout changer, en tout cas c'est ce que nous pensons. Alors c'est aussi une notion qui fait l'objet de débats, de controverses très importantes, y compris dans le monde scientifique. Mais en tout cas, ça peut changer un certain nombre de grands discours, de récits, et en termes également d'éducation, de programmes scolaires, d'éducation et notre rapport au monde et à la biosphère, en fait. Donc dans notre système méditerranéen, mais y compris notre rapport à la faune et à la flore, etc. Et puis nous avons 2 autres opérations, le futur du travail. Alors le travail, on en parle beaucoup actuellement par rapport aux manifestations relatives aux retraites, et on s'aperçoit que c'est une question là aussi extrêmement socialement vive. Alors l'université y travaille déjà, notamment via le projet Réseau porté par Thérèse Albertini et Patrice Terramorsi. Et puis nous avons une autre opération portée par Caroline Tafagne sur la question des diètes méditerranéennes, donc sur la question de l'alimentation en Méditerranée. Et c'est un sujet d'autant plus sensible pour nous. Alors là aussi par rapport à la question du changement climatique. Et puis nous ne produisons que 5% de l'alimentation que nous consommons en Corse. Voilà. Donc là aussi, un vrai enjeu. Un vrai enjeu autour de ces questions-là, Sébastien Queneau. Il y a une offre de thèse accessible en ce moment proposée par l'Université de Corse. C'est une actu universitaire. Comment faire pour s'inscrire en thèse, pour devenir doctorant ? Alors, l'inscription en thèse est ouverte. Il suffit, disons, d'avoir un Master 2. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, eh bien, vous pouvez vous inscrire en Master ou bien en licence pour s'inscrire dans ce cursus, et quel que soit l'âge de la personne. Et pour ceux qui disposent déjà, disons, d'un Master 2, eh bien, il suffit d'aller voir l'offre de thèse sur le site de l'école doctorale de l'Université de Corse. Il y a plusieurs dizaines de sujets qui sont disponibles. Des propositions de thèse. Voilà, dans différentes disciplines, donc dans différents champs disciplinaires. Et disons qu'il faut candidater avant la fin du mois de mars. Voilà. Donc c'est important, c'est une expérience à la fois académique, mais c'est aussi une aventure humaine sur plusieurs années, qui permet là aussi, disons, de... En moyenne, on compte combien d'années pour faire une thèse? 3 ans? C'est donné pour 3 ans. D'accord. Donc c'est le cadre académique normal. Après, la réalité, ça peut être 4, ça peut être 5, selon les conditions particulières. Non, ça n'arrive pas à 2 ans. C'est 3 ans, c'est 3 à 5 ans. Parce que, disons que la thèse, c'est pas seulement la rédaction de 300 pages, c'est, disons... Participation des colloques, de la recherche... Disons que la thèse, déjà, se constitue en plusieurs étapes. Déjà, eh bien, il faut maîtriser le sujet, donc connaître, disons, l'état de l'art, ce que les autres ont dit sur le sujet, ou sur des questions qui peuvent y être relativement proches ou attenantes. Et puis ensuite, il faut élaborer, disons, tout un protocole de recherche, parce que c'est un document, c'est une production, disons, intellectuelle unique, originale. On dit souvent, à la fois un petit peu pour rire, mais que le thésard, le doctorant, est le spécialiste mondial de ce sujet. Alors parfois, le sujet, c'est vrai que c'est extrêmement précis, mais il ne faut pas croire non plus que le doctorant, et ça c'est aussi une des missions de l'université, d'expliquer ce qu'est une thèse et ce qu'est un jeune docteur. Un jeune docteur, c'est pas quelqu'un qui est incapable de travailler sur d'autres sujets que sur sa petite spécialité. C'est quelqu'un qui a développé aussi d'autres compétences, justement, dans le montage de projets, etc., qui a une certaine vision d'ensemble aussi de la société, parce qu'on ne peut pas traiter, disons, d'un sujet. Là, par exemple, parmi les ouvrages que nous venons de publier, il y a des sociologues, des anthropologues, des sociolinguistes. Bon, on ne peut pas traiter, disons, un sujet en étant uniquement spécialiste. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est en train d'être balayé par, en tout cas, un certain nombre de préconisations. Et en tout cas, nous essayons de travailler justement à de la pluridisciplinarité, de l'interdisciplinarité, de façon à être très bon sur un sujet, le meilleur possible, mais aussi en ayant une vision d'ensemble. Et un regard sur le monde, finalement. Un regard sur le monde. Là, je pense que les grands penseurs de notre temps, ou même des temps plus anciens, prenaient une certaine hauteur, y compris des physiciens étaient aussi des philosophes, ou des mathématiciens étaient aussi des philosophes. Et je crois que lorsqu'on est très bon aussi en philosophie, on doit aussi connaître ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit, puisqu'il y a des découvertes tous les jours. Vous évoquiez les publications, notamment de l'UMR LISA. Elles sont nombreuses, plus d'une dizaine. Alors actuellement, pour ce mois-ci, en fait, nous sommes en train de
terminé, disons, un programme de recherche important, c'est le B3C. Du coup, cette année, nous allons publier 14 ouvrages différents. Donc, nous avons déjà commencé à en publier quelques-uns qui sont là sur notre Héros table. de Plutarque. Donc ça concerne c'est Jean-Guy Talamone qui a rassemblé un certain nombre de publications relatives à Paul et Napoléon. Nous avons aussi une revue numérique Loom qui est disponible sur la médiathèque culturelle de la Corse et des Corses, le site M3C qui regroupe 60 000 documents différents relatifs à la Corse et qui constitue pour nous une banque de données importante en termes de recherche, mais qui est disponible au grand public. Chacun peut y rechercher, y compris des ouvrages en accès libre, des ouvrages notamment en langue corse qui peuvent être lus, téléchargeables gratuitement. Donc ça, c'est important. Et votre ouvrage, Sébastien Queneau, sur les terrains du discours corse, le voici, un ouvrage universitaire que vous signez. Vous écrivez sur le sentiment d'appartenance à la Corse. Jusqu'aux années 60, l'appartenance à la Corse relevait de l'évidence pour les natifs de l'île. Elle était déjà complexe pour ceux des colonies ou d'ailleurs qui se réunissaient en amicales, publiaient des journaux ou des revues communautaires. Et vous vous intéressez particulièrement au football tout particulièrement, qui tient une place majeure dans cette dynamique protéiforme, écrivez-vous. Il cristallise et sert de chambre d'écho aux inquiétudes, notamment identitaires. Pourquoi ce sujet-là, Sébastien ? Alors au départ, je m'intéressais à la question du sentiment d'appartenance. Je me disais, mais pourquoi est-ce que les Corses ressentent-ils un sentiment d'appartenance aussi fort alors que finalement, nous sommes aussi mondialisés que les Sardes, les Toscans ou d'autres, voilà. Et donc je me suis intéressé notamment à la langue. Voilà. La langue comme premier trait, je pense, le trait principal d'appartenance des Corses. C'est ce qui nous différencie et ce qui nous rassemble aussi. Voilà. Et en même temps, la langue, ça marche et ça marche pas. Voilà, parce que la politique linguistique est plutôt en échec, le nombre de locuteurs diminue, même si la langue corse est présente de plus en plus derrière nous, devant nous, en tout cas, vous avez, voilà. En tout cas, ça suffit pas. Voilà. Ça suffit pas et je crois que ce sentiment d'appartenance, il cherche aussi d'autres formes, d'autres lieux, disons. À quoi peut-on s'agripper, à quoi peut-on s'accrocher ? Je crois que la consommation, aujourd'hui, est-ce qu'une identité culturelle peut encore exister si elle ne propose pas de produits de consommation ? Alors ça peut être les confréries, ça peut être aussi, c'est vrai, les formes de religiosité, ce sont des lieux et des moments très importants durant lesquels on peut se retrouver, quel que soit le lieu. Et puis, j'ai commencé à travailler sur les cosmétiques, avec tout un tas de discours, en m'intéressant aux discours, parce que c'était a priori ce qui était le plus éloigné, disons, de mon... Je me suis dit, mais bon, les personnes qui vendent des cosmétiques corses aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus de marques, etc. Et on entend ce discours sur l'authenticité, sur la pureté, avec notamment l'immortel. On se sent immortel, on se sent corse parce qu'on se badigeonne, disons, de cette plante. Voilà. Et les Basques, eh bien, ils ont la même chose, mais c'est avec le piment d'Espelette. Alors, on se badigeonne de piment et on est plus beau, on se sent plus basque et plus beau, etc. On se sent mieux. Voilà. On est un peu surpris. Et puis après, on s'aperçoit aussi que dans le domaine de la consommation, il y a aussi, disons, la mode, le design, etc., qui s'est développé ces 10 dernières années, qui n'existait pas auparavant. Il y a tout un tas de marques corses avec des logos, des symboles, et qui créent en fait des figures et de l'imaginaire et des formes d'authenticité auxquelles on peut se raccrocher. Et puis, en termes de mode, le maillot d'un club de foot, c'est aussi un élément, alors pas forcément de mode, mais en tout cas que l'on porte sur soi. C'est une forme de doudou aussi. Voilà. Et le doudou, c'est quelque chose, c'est l'outil, l'objet que cherche l'enfant lorsqu'il compense l'absence de sa mère. Voilà. Alors peut-être que tout ce que nous consommons est aussi utilisé parce que nous cherchons à compenser peut-être l'absence de langue ou de corsitude dans certains lieux, disons, de notre vie. Un peu de psychologie finalement dans votre ouvrage. Ça m'a aiguillé, ça m'a nourri, oui, sur ces questions-là au départ, où je ne savais pas vraiment où aller, où je réfléchissais, c'était, disons, ça s'est passé au début du Covid. Parce que vous citez notamment la grande psychologue Mélanie Klein. Ça m'a, disons, énormément nourri, y compris dans la théorie du doudou, des objets relationnels de Donald Winnicott. Ça m'a... En tout cas, lorsque je voyais, et notamment alors à Ajaccio, beaucoup d'Ajacciens portent des vêtements corses. Voilà, en tout cas de marques, de créateurs ou de créatrices. Souvent, ce sont plutôt des femmes. On se dit, il y a quelque chose. Voilà, on cherche à dire quelque chose. Et c'est ce que le sociologue Maffezo, il dit, c'est l'étoffe du réel. Voilà. Alors ça peut être, et ça peut aussi être des marques internationales. Parce que là, par exemple, concernant les supporters du Sporting, à un moment donné, ils ont aussi développé tout un code vestimentaire qui était aussi fondé autour de marques qui n'étaient pas du tout corses.
Mais ils ont créé une forme de corsitude, d'authenticité en tout cas. Et donc là, on est en plein, disons, dans l'invention de la tradition. Voilà. Y compris des marques internationales peuvent attester d'une forme de corsitude. En tout cas, ça a marché pour eux. Et c'est quelque chose qui attestait de leur appartenance, de leur sentiment d'appartenance et de leur mode de vie. Parce que je crois que le supporterisme a aussi représenté une forme de style de vie, d'invention de la tradition, d'une forme de pureté et d'authenticité, avec un lien à la fois à la langue forte, un lien très fort dans les chants des supporters, par exemple. La langue corse était complètement absente des stades dans les années 70, par exemple. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, les supporters ne chantent plus qu'en Corse. Merci, Sébastien Queneau. Et la suite est à retrouver, bien sûr, sur les terrains du discours corse. Merci, Sébastien Queneau. C'est passionnant ce que vous racontez. Merci beaucoup. Sur également les traditions, finalement, et sur la société corse. Merci beaucoup. Et c'est édité aux éditions Albiane. Le revoici. Merci, Sébastien. Dès la semaine prochaine, dans les meilleures librairies. Parce que c'est une exclusivité, c'est de le posséder aujourd'hui, donc à retrouver donc dès la semaine prochaine dans toutes les librairies de Corse et d'ailleurs, sans doute. Merci, Monsieur Queneau. Et Bibroubongou dirait droit Soubidawa à